bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents en cette nouvelle année. D'ailleurs, permettez-moi, au nom de l'équipe, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. L'équipe Philippe et Rémi à la réalisation et toute l'équipe de Beurre FM TV. Alors ce soir, nous allons accueillir, parce qu'on va innover un peu, on va accueillir un Nigérian. Eh oui, une fois n'est pas coutume, quelqu'un qui arrive du Nigeria. Mais vous le connaissez, enfin, je ne le présente plus. Mais je vous dirai pourquoi du Nigeria à la fin. On va laisser un peu de suspense. Et donc on va accueillir ce soir, dans notre émission, un monument que vous connaissez tous, et vous l'avez vu dans Barbès Café. En décembre dernièrement, le 16, il y a eu les 20 ans, vous l'avez vu chanter. Enfin, c'est un artiste, je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire au milieu artistique. Il est acteur, chanteur, danseur, enfin, il est conteur. Enfin, vraiment, c'est un artiste assez complet. Donc ce soir, on va accueillir un ami, que j'aime beaucoup d'ailleurs en plus. Salah Gawa, bonsoir. Bonsoir Akli, bonne année à toi. Merci Salah d'être venu. Alors, à la fin, tu nous parleras du Nigeria. On va voir pourquoi je t'appelle le Nigérian. Parce que c'est les gens, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi il dit ça. Salah Gawa, alors, c'est quoi ton histoire? Tu es né où? C'est quoi ton parcours? Mais d'abord, ton histoire. Enfin, mon histoire, elle n'est pas extraordinaire, mais en tous les cas, voilà, moi je suis né il y a quelques années maintenant, en Kabylie, dans un petit village qui s'appelle Menja, pas loin de Tizi Ouzou, le chef-lieu du département ou de la wilaya, que j'ai quitté il y a une trentaine d'années maintenant à peu près. Je l'ai quitté comme tout jeune, avide de découverte, de découvrir le monde. Donc je suis parti. Une date un peu spéciale dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, parce que je suis parti le 8 octobre 88. Ah oui. Voilà, et c'était pas un choix, c'est le hasard. Les événements ont éclaté le 5 et moi j'ai pris l'avion le 8. Et je me rappelle de ce jour, mais vraiment, il y a même encore les odeurs du brûlé sur la route. C'était une route comme on voit dans les films, en fait, un truc de guerre. J'avais du mal à trouver quelqu'un pour m'emmener à l'aéroport. Et c'est mon père qui était contre mon départ en France, qui s'est réveillé à 4h du matin et on a pris la route ensemble. Il m'a laissé à l'aéroport pour un vol de 8h du matin. Et je crois que c'était le deuxième ou le troisième vol qui a décollé d'Alger ce jour-là. On a décollé, je crois, à 17h. Voilà. Voilà comment je suis parti en France. Et donc, tu es arrivé où en France? Parce que je te souviens, tu es arrivé où quand tu es arrivé en France? Je suis arrivé à Lyon, dans un quartier particulier qui s'appelle la Croix-Rousse, qui est une colline. En fait, à Lyon, il y a deux collines. Il y a une colline qui s'appelle la Croix-Rousse, qui est la colline des Soyeux, la Soie, les Canuts, la Révolution. Et en face, il y a la Saône qui les sépare. Il y a la colline Fourvière, la colline de... Le tunnel, au-dessus du tunnel. Voilà, au-dessus du tunnel, il y a la basilique de Fourvière, donc qu'on appelle la colline qui prie. Et moi, je suis arrivé dans la colline qui travaille, les travailleurs, les canuts. Je suis arrivé d'abord dans le bar, le bistrot de Paternel, que mon père avait acheté dans début des années 80, qui était géré par mon grand frère. Puis après, j'ai bourlingué, j'ai mis une trentaine d'années en fait à me chercher. Et plutôt une dizaine d'années à me chercher. À l'âge de 30 ans, j'ai trouvé en fait ce que j'ai toujours voulu faire, mais sans trop le savoir, faire de la scène. Voilà. Donc, après, je ne pense pas que ce soit un fruit de hasard, c'est plutôt dû à des rencontres, parce que dans le quartier, dans ce bistrot, j'étais vraiment marqué par des gens qui venaient prendre leur café. Moi, j'arrivais de mon village. Je ne connaissais pas trop sur le monde, mais à travers eux, j'ai trouvé une fenêtre, une ouverture sur un monde que je découvrais tous les jours, tous les matins. Et c'était beaucoup d'artistes, en fait. Voilà, il y avait des artistes plasticiens, des peintres, je pense à Charlie, je pense aux musiciennes de Rachita, qui étaient du quartier. Enfin, et je pense que c'est tous ces gens-là qui ont fait qu'aujourd'hui, je fais de la scène, voilà. Alors, moi, je connais l'endroit parce que j'ai eu le plaisir d'y prendre un café, oui, d'autres choses, et plusieurs soirées avec toi sur la terrasse. C'est ça. De ce truc. Et en envoyant d'ailleurs des selfies à Akli qu'on salue, pour lui dire à Akli, parce qu'Akli était venu avant, et il avait fait un selfie pour me larguer, et donc on a répondu. Et c'est vrai que j'ai découvert une vraie...
un véritable espace culturel de vie, d'échange. Oui, Parce qu'on va donc- parler après de ta complice, Géraldine Bénichou, mais d'abord, oui, est-ce que c'est Oui, important? oui, bien sûr. En fait, vraiment, l'endroit, le quartier, et puis ce bar, qui a quand même une histoire. Enfin, donc mon père l'avait acheté en 81, je crois. Et après, c'est mon grand frère qui est toujours tenancier de ce bistrot, et qui a une superbe terrasse avec une très très belle vue sur la ville, enfin, sur la ville de Lyon. C'est un peu le Montmartre ici, parisien. Et voilà. Et du coup, on domine tout. Et puis, c'est vraiment un bar qui a accueilli, entre autres, pas mal d'artistes d'origine algérienne. Je pense à Ait Megla, je pense à Idir, je pense à Djordjoura, je pense à des auteurs comme Mamri. C'est ses dernières apparitions publiques, au fait. Et c'était en Montana. Je pense à celui qui a écrit, par exemple, le premier roman en expression berbère avec les gens de Mamri, Rachid Alish. C'est vraiment, enfin, jusqu'à maintenant, bon voilà, il y a l'idée, enfin, il y a une nouvelle génération voilà. Et en même temps, c'est un bistrot, c'est un bar qui est ouvert, vraiment, quand je dis ça, c'est une fenêtre sur le monde, quoi. Mais quand tu parles de nouvelle génération, il y a Salagawa, parce que tu parles d'Akidé, on peut mettre des Salagawa dans la nouvelle génération, parce que les gens viennent aussi pour te rencontrer là-bas. C'est aussi toi qui deviens maintenant carrefour de rencontre. Avant, c'était le bar. Tu en fais partie aussi maintenant de ce paysage. Oui, peut-être, mais j'y vais de moins en moins maintenant, parce que comme tu l'avais dit en introduction, je suis parti, ça va faire... On va parler à la fin. Voilà, ça va faire bien, voilà, ça fait 1 an et demi maintenant. Et oui, c'est vrai que quand je joue là-bas de temps en temps aussi. J'ai un autre frère qui a un autre bistrot, je joue aussi de temps en temps. Toujours un plaisir de repartir dans le quartier, oui. Et moi, je voudrais juste, Salah, a cappella, parce que je sais que il y a quelque chose quand tu parlais du voyage, du départ, il y a une chanson, je sais qui tient beaucoup à cœur, c'est Des Tabaliste. Je crois que cette chanson te tient à cœur parce qu'elle est le chant du départ, je sais pas si Oui. cette chanson, tu la chantes souvent et tu la remets En fait, c'est la chanson qui a donné le titre d'un spectacle que tu as eu. On va y venir, c'est pour voilà, ça que je voulais parler de cette chanson avant pour venir Post-Avaliste ce titre, ouais. de Hanifa. Ouais. Tu veux que je chante maintenant tout de suite? Ah si, ce serait bien, c'est juste que les gens t'entendent un peu. Je t'ai pas préparé. Non, mais... Non, je sais que c'est... Mais je le dis, c'est souvent je le dis, je voudrais dire aux téléspectatrices et téléspectateurs, cette émission n'est absolument pas préparée. C'est-à-dire que la personne qui vient, elle est dans la sincérité, je lui pose des questions, elle répond, elle n'a pas le temps de se retourner ou de s'inventer des vies. Alors, juste rapidement. Hey, Akshish, Selstevalist. أول ناس فرخة ستشوف عن فارس تمزيط عزيز ذي الدنيا كل شادي يفوت. Ça résume tout. Eh ben, quand j'entends cette chanson, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux parce que ça résume tout, c'est l'histoire de mes parents. C'est l'histoire de mon enfance, c'est l'immigration. J'en ai du mal. Tu vois, comme quoi cette émission n'est pas préparée parce qu'on démarre l'année avec de la nostalgie, plein les yeux et plein le cœur. Et je trouve que cette chanson est fabuleuse et ça me permet d'enchaîner sur justement ce spectacle que tu avais fait, Post-Avaliste, qui a été joué d'ailleurs dans ma ville, que tu as fait dans beaucoup de villes, qui associe les gens à travers leur histoire. Et c'est là où je voudrais que tu me parles de cette rencontre que tu as fait, qui à mon avis a dû changer beaucoup de choses, Géraldine Bénichou. Parce que c'est elle qui d'ailleurs réalise Barbès Café. Qui a mis en scène, ouais. Qui a mis en scène, pardon. C'est parce que c'est Béziazaïch l'idée, mais parle-nous de Géraldine Bénichou, cette rencontre qui a dû changer beaucoup de choses, non? Oui, bien sûr. Enfin, en plus, Géraldine, je l'ai rencontrée à un moment crucial dans ma vie, où je me cherchais. On passe tous des moments de désespoir, en fait. Voilà, on ne sait plus ce qu'on veut. Il y a des moments où on se dit même, voilà, quoi bon de vivre, quoi. Et je pense que Géraldine et toute l'équipe, Sylvain, Magali Bona, etc. J'allais en parler de Sichalab. Voilà, Sylvain. Et je les ai rencontrés à ce moment-là. Et c'est... Après, encore une fois, c'est vraiment pas le hasard. En fait, dans les début des années 2000, en 2000, j'avais fait une espèce d'essai comme ça de graver quelque chose sur un disque qui n'a jamais abouti, mais qui est sorti entre les mains d'amis. Donc il y avait quelque chose d'enregistré qui, voilà. Un soir, je rentre dans un bistrot à la Croix-Rousse, qui s'appelle le Tango de la Rue, Franck et Corinne. Voilà, c'était 1h du matin, je reviens d'une soirée, et j'arrive dans ce bistrot et j'écoute ma musique, ce que j'avais enregistré. Et puis il y a cette fille qui vient me voir, elle s'appelle Magali Bona, qui est comédienne, que je ne connaissais pas. Si, je crois, je savais que du quartier, elle était comédienne, très connue, on se connaît comme ça de vue, mais
Et en fait, elle avait demandé qui chantait. Donc Franck lui dit, mais bah, c'est lui. Donc elle vient me voir, elle était un peu éméchée. Comme d'habitude, elle me dit, mais ouais, c'est super ce que tu fais, j'adore ce que tu chantes et tout. Est-ce que tu pourrais pas me pointiller un texte de théâtre? Et je lui dis, est-ce que tu prends pour un peu virgule pour que je te pointe. Ça a démarré comme ça, on s'est un peu fâché. Et je crois qu'elle. Et après, elle m'a dit, écoute, voilà. Je te demande mon téléphone, demain on s'appelle. Il se fait un peu tard, on va rentrer. Et donc elle m'appelle. Elle porte conseil. Voilà, exactement. Et donc, en fait, effectivement, le lendemain, on s'appelle et elle me propose de faire une lecture de théâtre avec elle. Un texte d'Henri Beauchot, dont Sylvain était enfin, il lisait aussi. Et on fait cette lecture, toujours dans un bistrot, voilà. Et Géraldine Bénichou était là. Moi, je chante avec mon bandir. Puis je venais de faire couper un doigt, enfin, avec une poupée russe comme ça, il y avait du sang qui coulait. Enfin, c'est un peu dramatique. Enfin, bon, du Salagawa, quoi. Non, mais voilà, ça allait très bien parce que voilà. c'était un texte très ancien qui se passe en Grèce, la Grèce antique, voilà, ça rajoute un peu à la dramaturgie, voilà, du truc. et Géraldine, elle venait de monter Antigone, le cri d'Antigone, une adaptation d'Henri Beauchot, du texte d'Henri Beauchot. Elle a revisité le mythe d'Antigone, voilà, tout le monde connaît. Et en fait, elle était à la recherche je pense qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle cherchait, ce qui lui manquait dans son spectacle. Et elle me dit, on se voit, elle me dit, est-ce que tu ne connaîtrais pas une fille qui chante un peu comme toi, qui est assez, voilà, un peu engagée comme toi, etc. Parce qu'on a eu le temps d'échanger. Je dis, bah écoute, à l'époque j'étais célibataire, je dis, bah, si tu la rencontres, tu me la présentes. Je la cherche aussi. Bon, sur un ton de rigolade. Et elle me rappelle une semaine après, elle me dit, écoute, je crois que la fille c'est toi. Mais je ne savais toujours pas pourquoi. Et en fait, elle me demande de chanter sur un texte magnifique, Le cri d'Antigone, qui a bouleversé ma vie, mais vraiment. Je connaissais le mythe comme tout le monde, était un peu dans ma... Mais le relire cette adaptation de Beauchot, 300 pages, ont bouleversé ma vie d'être humain. Voilà. À la fin de la lecture de ce texte, je crois que j'étais plus le même, en fait, qui était parti il y a, voilà, en 88. Et on a monté ce spectacle où je chantais a cappella des chants traditionnels de chez nous. Je n'avais absolument rien inventé. C'est juste que ce texte a fait émerger en moi des chants très anciens que j'avais écoutés chez des tantes, d'autres à la radio, d'autres, voilà. Et ça a fait un spectacle qui a fait, on a fait, je sais pas, 200 dates avec. On est même parti en Algérie. Enfin, et pour moi, c'est un superbe cadeau qu'elle m'avait fait, Géraldine. Parce que à l'époque, quand j'avais demandé, l'Algérie, c'était pas un pays fréquentable, en fait. Enfin, on est dans les débuts des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de compagnies, enfin, de théâtre qui repartaient comme ça. Et nous, on est repartis pour 19 jours. On a fait une tournée depuis Oran. On a fait Oran, Alger, Tizi, Béjaïa. Et on a fini à Sétif. Et je crois que c'était, même pour l'équipe du Cri d'Antigone, c'est un bouleversement. Voilà, un bouleversement, la rencontre qu'il y a eu, parce que dans chaque ville, on a passé 3 jours, on a rencontré des gens. Et en fait, l'histoire avec Géraldine a démarré avec ce Cri d'Antigone. Et puis voilà, maintenant on est amis, on est collaborateurs, j'ai accompagné le Théâtre du Grabuge dans ses créations pendant toutes ces années-là, en fait, depuis 2003 jusqu'à il y a pratiquement 2 ans maintenant, je suis parti. Et donc on a fait pas mal de projets, entre autres bien sûr le Poste à valise, qui est un spectacle aussi qui m'a beaucoup marqué parce que en fait pour moi c'est un spectacle thérapeutique, enfin voilà, égoïstement pour moi, c'est-à-dire au lieu de pleurer tout seul, on a beaucoup pleuré des fois avec 20, 30, 40, 50, des fois 80 femmes, et puis des gens qui pleuraient dans la salle mais qui étaient joyeux aussi, voilà. Donc c'était vraiment un spectacle qui m'a beaucoup aidé à grandir, voilà, à grandir artistiquement et pas autant qu'être humain, en tant qu'homme avec un grand H, Elgas, quoi. J'ai appris à... C'est drôle parce que moi j'ai eu la chance de voir ce spectacle, de le voir monter à Bonneuil. Oui, tu avais tout le processus, enfin toute la création. La création, d'avoir vu le spectacle. Et je me souviens qu'un soir, dans une représentation, j'ai demandé à un ami de venir, oui, qui au début se disait, bon, Yvan Manou, tout ça, et qui est venu par amitié. Et on était assis au premier rang, et quand tu as chanté, il m'a dit, mais quelle voix!
il était subjugué, parce que comment tu pouvais monter dans les graves comme ça et tout. Et d'ailleurs, il est venu à la fin du spectacle, parce que quand je t'ai dit que je ne crois pas, il est venu te le dire à la fin du spectacle. Oui. Cette personne, c'était... C'était un grand honneur. C'était un grand honneur que. D'ailleurs, ça m'a un peu perturbé d'ailleurs, parce qu'il était au premier rang et donc, tu peux dire qui c'est, parce que les gens se disent qui c'est. C'était Edir, ouais, c'était Edir. C'était Edir, c'est un monument pour tous les enfants. C'est quand il y a Edir au premier rang, qui te regarde, c'est un jugement quand même. Oui, c'est terrible. Oui, d'autant plus que moi, dans le spectacle, on va pas le raconter, mais après, peut-être les gens peuvent aller sur Internet voir des images et tout, et des enregistrements. C'est-à-dire, les chansons que je chantais dans le Postavali, c'est des chansons qui appartiennent à tous. C'est pas mais c'est au patrimoine. Voilà, c'est pas à moi. Voilà, chanter Hanifa devant Edir, parce que à la limite Hanifa appartenait avant moi à Edir, voilà, à toi. Enfin, et du coup, moi j'arrive et j'interprète ça, en plus autrement, avec des femmes qui chantent, il y a du français dedans, etc. Et voilà, on a peur que ça passe pas, que ça parle pas aux gens, bien sûr. C'est pour ça qu'on a le trac aussi quand on monte sur scène. D'autant plus, voilà, quand on croise le regard et des dires au premier rang, oui, c'est impressionnant un peu. Ouais. Oui, alors, mais moi, et quand on connaît Edir qui est très en retenue, toujours truc, qui se penche vers moi et qui me dit, mais. Oui, il n'a pas regretté sa soirée, quoi. Oui, je me rappelle après. Il a pu partir, je pense qu'il s'est prêté au jeu. Il est resté, je crois, de 19h à 1h du matin, quoi. Passé. On était sur les marches du théâtre. Et en fait, on n'arrivait pas à se quitter. C'était vraiment un moment agréable. Oui, il a été emballé par la voix. Et d'ailleurs, quand tu lui as dit, il est revenu vers moi, quand tu lui as dit, il t'a demandé si tu travailles ta voix, je crois. Et il est revenu et tu lui as dit, non, je fume en plus. Et puis tu fumais en plus. Et il m'a dit, mais il y a un truc là, c'est quelque chose qui n'a pas, quoi. Non, mais parce que, moi, je suis toujours en admiration devant des artistes qui travaillent régulièrement. Enfin, voilà. Moi, je travaille à ma manière, bien sûr, je chante tout le temps. Quand je peux chanter tout seul, je chante. Je chante avec des musiciens, mais quand je suis tout seul, je chante. Mais après, c'est vrai que je ne suis pas celui qui entretient sa voix dans le sens où, je suis un fumeur, je bois des coups, je suis un fêtard, je suis quelqu'un de nuit. Parce que peut-être que... T'es un mélomane, en fin de compte. Mais peut-être aussi parce que je suis arrivé par hasard, enfin pas par hasard, non, je suis arrivé comme espèce de coup d'état dans ce métier, enfin voilà. Ouais, mais t'es le vrai mélomane, si je puis dire, c'était un mélomane, en fin de compte, ça là, non? Ça te définit ou pas? Oui, enfin moi j'adore la musique, toutes les musiques, j'essaie de ne pas trop me prendre au sérieux parce que j'ai pas envie que ça devienne chiant. Enfin voilà, on a la chance de faire je sais pas si c'est un métier. En tout cas, moi je l'appelle pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit que être un artiste est un état. Voilà. Et je pense que ça peut être la définition de l'artiste. C'est-à-dire comment on a la chance de faire ça, ce métier-là entre guillemets. Certains d'en vivre, d'autres d'en vivre plus que beaucoup. Et il faut pas se prendre la tête. Enfin, faut pas, voilà, quand on fait un travail, il faut le faire sérieusement, bien sûr, mais il faut pas que ça soit trop sérieux. Sinon, ça ressemblerait à. Voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi alors j'allais dire, parce que pour expliquer aux gens, les engagements ont diverses formes. Toi, tu as un engagement qui n'apparaît pas au préalable, mais qui est un engagement réel, c'est sur toute cette histoire d'immigration. Parce que Pose ta valise, le spectacle, avec ton complice Sylvain, Katizuzu, ils ont soulevé Sichrab, parce que Sylvain, c'est Sichrab, traduit le truc, et parce qu'il est maintenant, il est algérien, c'est Sylvain, il est toujours fou en Algérie. Géraldine, vous avez, c'est cette histoire de se raconter, t'as vraiment envie de sortir des choses sur cette immigration, cette douleur, et c'est ce spectacle Pose ta valise, c'est tous les gens d'une ville, quelle que soit l'origine d'où ils viennent, que ce soit de l'immigration intérieure, extérieure, de toutes les origines portugais, etc., qui viennent qui font une chorale et qui se montent un spectacle et qui chantent avec une langue qui n'est pas à leur, puisque tu les fais chanter en berbère, en tamazirt. Oui, enfin, comme je le disais, vraiment, pour moi, au départ, c'était un truc vraiment personnel.
C'est-à-dire, je pense qu'on part toujours de sa personne, en termes de création, on part toujours de soi. Et après, on essaye de voir est-ce que ça peut raconter des choses. Ça peut raconter des choses à d'autres. Voilà. Postavalise est parti vraiment de mon histoire. Après, il y a toujours un effet déclencheur d'une création. Voilà. On ne se lève pas le matin en se disant aujourd'hui je vais faire ça. Il y a toujours des rencontres, et moi par exemple, je n'ai jamais entendu ma mère parler de l'exil de mon père. J'ai essayé de dire à ma mère, de me raconter l'absence de mon père, comment elle la vivait, elle qui était restée de l'autre côté de la rive de la Méditerranée toutes ces années, et qui a élevé 8 enfants, et plutôt bien, même plutôt très bien. On a été bien élevés, on n'a manqué de rien, on n'a manqué ni d'amour, ni de... Voilà, moi je ne me rappelle pas avoir... j'ai fait toute ma scolarité en Algérie. Je ne me rappelle pas avoir été à l'école une fois sans avoir ma trousse, mon cartable, mes premières affaires scolaires qui venaient de Lyon. Même si mon père venait, des fois il mettait 3 ans pour venir, parce qu'il fallait qu'il ramasse assez d'argent pour pouvoir venir passer 3 mois. Et bien sûr construire. Voilà, il faut construire une maison quand même. Donc, et c'est ma mère qui tenait la maison, c'est ma mère qui tenait la baraque, c'est ma mère qui a envoyé mon grand frère, un des premiers étudiants à partir à l'étranger dans l'Algérie indépendante, enfin Ali, enfin c'est ma mère qui a donc, et je voulais comprendre comment peut-on vivre sans son mari. Moi qui commençais à devenir père, donc oui, enfin, moi je me suis marié par amour, enfin, Salut ton épouse qui va nous regarder. Hein. Oui. Si tu nous regardes, on te fait un coucou. Et à ton fils aussi, quand même. Oui, voilà. Il y a un deuxième maintenant qui a eu un peu plus de 10. J'allais y venir parce que celui-là, il est nigérian. Donc c'est vrai. Il a un prénom nigérian d'ailleurs. Voilà, donc j'allais y venir. Mais donc on finissait sur cette histoire de l'immigration. Et donc je voulais que tu vois, Postavalise, quand on a monté, le premier Postavalise, parce que tous les Postavalises ont été filmés. Filmé, c'était le cadeau qu'on remettait aux femmes, en fait, le DVD. Oui, le DVD, oui. Et le premier DVD, le Postavalise, c'était un Postavalise qu'on avait fait à Lyon, je crois. Et je repartais au village. Et donc, je ramène les DVD. Après un dîner, il y avait mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Voilà, on avait fait un dîner familial. Il y avait ma maman, qui était toujours à sa place. Et donc, après le dîner, ils ont mis le DVD pour regarder ce spectacle, le nouveau spectacle. Et donc, il regarde. Et ma mère, elle ne me dit pas un mot. Elle était assise. Dans le spectacle, tu l'as vu, ça parle en français, ça chante en kabyle. Bon. Et donc, à la fin, on me dit, c'est génial, c'est magnifique comment ces femmes elles chantent, comment elles racontent, c'est émouvant, leur histoire, etc. Donc, j'étais vraiment rempli de compliments, etc. À rougir, tu vois. Et ma mère, elle dit... Parce que le premier couplet de la chanson Postavalise, il dit ton père t'a légué. En fait, c'est l'histoire de cultiver ton jardin, en fait. Oui. Voilà. Ton père t'a laissé un jardin que tu dois, dans lequel tu vas te nourrir, quoi. Voilà. Cultive ton jardin et tu vas pouvoir te nourrir, etc. Sauf que là, c'est ta mère qui l'a fait. Donc... Non, c'est que ma mère, voilà, elle dit, il est incapable de délimiter les terres de son père, et il dit aux gens de cultiver leur jardin. À moi, elle dit ça. C'est terrible, c'est violent. C'est violent, ouais. C'est violent. Et je suis sûr que c'est pas ce qu'elle a retenu. Mais à cette pudeur, je sais pas. Mais je lui en veux pas du tout, en plus, parce que c'est dans l'histoire. C'est pas la mienne. Et si elle n'a pas envie de la raconter, elle la raconte pas. Mais en tous les cas, moi, j'ai essayé de la raconter à travers d'autres voix, d'autres femmes, qui, pour certaines, je pense, ont porté sa voix. Voilà, ont porté sa voix. Mais les mères, nos mères, moi j'ai la mienne, hein, donc c'est des monuments, ne nous complimentent rarement. Hein. C'est vrai qu'elle me parle à moi, elle me dit t'es béni, tu te prends pour quelque chose que tu n'es pas. Ouais, c'est une façon de nous ramener à la réalité. C'est terrible. Là, tu vois, je lui parle, elle me dit c'est pour les béniques. Hein. Il y a eu des hommes, elle me dit qu'il y a eu des hommes avant moi qui ont fait l'humanité. C'est pas moi aujourd'hui. C'est pas toi. C'est terrible parce que, c'est-à-dire qu'on vit quand même dans deux mondes, j'ai l'impression. Parce que dans le monde où nous vivons, et quand on a, enfin moi, qui suis né là-bas, et
Aujourd'hui, quand j'ai envie de dire je t'aime à mes enfants, je vous aime. Quand je dis j'ai envie de dire je t'aime à ma fille, je le dis. Je le dis. La première fois, j'étais surpris de me l'entendre dire. Parce que vous ne le disiez pas à nous. Ben voilà. Et je le dis. Et je me rappelle dans un poste à valise, une femme avait raconté ça justement, ce rapport à la mère et à la fille. Et dans son texte. Et elle parle à sa mère dans le texte. Elle dit, cette femme, je crois qu'elle est d'origine algérienne, je crois. Et elle dit, maintenant que ma fille est grandie, tu lui dis sans cesse, je t'aime. C'est comme si tu me le disais à moi. Tu essayes de rattraper voilà, tout ça. le temps. Où tu c'est ce qu'ils font avec nos petits-enfants, c'est ça. Et voilà. Donc, un je t'aime de temps en temps de la part de nos parents aurait été... mais ils le disaient aussi à leur façon. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va revenir au Nigeria. Alors, c'est quoi cette histoire que je raconte aux gens t'es Nigérian actuellement, c'est la réalité. Je ne mens pas. Non, bien sûr, je vis avec ma compagne et nos 2 enfants à Lagos, au Nigeria, qui est un pays extraordinaire. Enfin, c'est vraiment chaque jour est une découverte dans cette ville immense. Ils ne sont pas trop d'accord sur les chiffres. Mais on est entre 24 millions et 26 millions d'habitants. C'est une mégalopole. C'est énorme. C'est énorme. Quand on sait que Paris, c'est moins de 12 millions. Enfin, Paris et Région de France, c'est 12 millions. Ce que je disais tout à l'heure à un ami, je lui disais, avant, quand je venais de Lyon à Paris... L'Île-de-France, c'est 12 millions, c'est un peu plus de 12 millions. L'Île-de-France. Lagos, c'est 24-26 millions. Tout à l'heure, je disais à un ami, avant, quand je venais de Lyon, en fait, à Paris... Je me sentais un peu stressé parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde, les métros, machin, par rapport à... Là, c'est la province pour toi. Ah bah oui, mais là, c'est un calme. Pour moi, il n'y a pas de monde à Paris. Mais vraiment, parce que, en fait, quand on prend le périphétie, les bouchons, enfin, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Après, ça me permet aussi En fait, notre départ à Lagos, c'est d'abord ma compagne qui est partie travailler là-bas. Comme elle était partie travailler en Algérie. Oui, tout à fait, voilà. Donc, elle m'a suivi en Algérie, je l'ai suivi au Nigeria. Voilà. Son départ, enfin, son poste au Nigeria est arrivé vraiment à un point rêvé, en tous les cas, pour moi. C'est-à-dire, en France, je suis arrivé à un point peut-être d'une fin de quelque chose artistiquement. Donc, et que j'avais besoin de passer à autre chose. Et j'espère que quelque chose naîtra à Lagos. Voilà. Je suis en train de rencontrer d'autres gens, d'autres manières de travailler la musique. Je découvre. Et je découvre profondément maintenant ce que c'est que l'afrobeat parce que j'avais des idées sur ce que c'était. J'ai écouté Fela Kuti ici. J'ai vu en concert Femi Kuti en France, mais le rencontrer comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, voilà. Donc, j'espère qu'avant de partir de Lagos, j'aurai terminé, en tous les cas, j'aurai donné les bases de mon premier et dernier album. Alors, on attend ça avec impatience, donc tu viendras ici nous en parler. Alors, Salah, l'émission est terminée là, donc écoute, peut-être un mot à dire pour cette nouvelle année. Qu'elle soit, on le dit souvent, qu'elle soit meilleure que les précédentes, mais c'est terrible. Voilà, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où chaque année qui passe est plutôt meilleure que celle qui vient. On l'est d'ailleurs en Kabylie. J'espère que, voilà, on rêve tous d'un monde meilleur. J'espère que 2018 apporterait un petit chouïa pour un monde meilleur. Voilà, à toutes, à tous. Voilà, que vos rêves se réalisent. Merci Salah. Et bien écoutez, nous, encore une fois, bonne heureuse année, ceux qui nous prennent en cours de route, puisque je l'ai souhaité au début, de la part de moi-même et de l'équipe, donc Philippe et Rémi, et de tout Beurre FM TV. Et on se retrouve vendredi avec un nouvel invité que vous découvrirez bien sûr en direct sur Café Mort, Beurre FM TV. Bonsoir, bonne soirée. Bonsoir.